Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation constructive. Aujourd'hui, nous accueillons Robin Van Kennel de Ricochet Communication, expert en communication sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur LinkedIn. Au cours de cet épisode, nous allons découvrir les bonnes pratiques et mieux comprendre les usages spécifiques de ces plateformes. On vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Robin, Bonjour Sven, merci d'être venu nous rencontrer ici à Lausanne pour le podcast Conversation constructive. avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et puis qu'est-ce que nos auditeurs vont apprendre avec toi durant cette conversation? Alors, je m'appelle Robin Van Kennel et je suis ici en tant qu'expert LinkedIn, fondateur de Ricochet. Donc Ricochet, c'est une société où on fait de l'employee advocacy. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aider les ambassadeurs, enfin d'aider une entreprise à transformer ses collègues, ses collaborateurs en ambassadeurs. On a commencé avec mon associé il y a 7 ans à Montréal. Je l'ai rencontré là-bas. À l'époque, on faisait vraiment tout ce qui était marque personnelle, personal branding, et on aidait des dirigeants, donc des politiciens, des entrepreneurs, des CIO. On a eu chanteurs d'opéra, chefs cuisiniers, enfin des clients un petit peu aussi exotiques. Et on les aidait dans leur communication personnelle. Donc on faisait uniquement de la stratégie. Je suis revenu en Suisse il y a 6 ans créer Ricochet, ici à Lausanne. Et puis, depuis, on a développé une forte expertise sur LinkedIn, parce que LinkedIn s'est vraiment imposé comme le média social professionnel, où on accompagne justement politiciens, dirigeants, etc. Et petit à petit, c'est nos clients qui nous ont demandé, non pas d'accompagner une seule personne à la tête de l'entreprise, mais de former, coacher, etc., des cohortes d'employés pour les amener à prendre la parole. Et voilà ce qu'on fait. Donc, s'il y a une chose que j'aimerais transmettre, c'est plutôt le goût de communiquer, le goût d'être fier. J'aimerais transmettre de l'ambition. S'il y a des gens qui peuvent nous écouter, chez qui ça peut ça peut générer des vocations, l'envie de parler avec passion de ce qui les passionne, j'aurais pas perdu mon temps. Super, on se réjouit d'aborder ces sujets puis d'essayer de transmettre ça à nos auditeurs du coup. Justement, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence entre de la communication personnelle et de la communication d'entreprise? Alors, c'est deux choses différentes. Je dirais d'un point de vue macro, en règle générale, l'entreprise, la communication d'une entreprise, c'est une vocation purement business. On veut communiquer la marque employeur pour recruter, on veut communiquer sur les services pour vendre, on aimerait communiquer pour la notoriété, etc., pour faire des relations publiques. Là où la communication personnelle doit servir nos intérêts personnels, qui peuvent aussi être les mêmes, recruter, vendre, etc., mais qui vont vraiment plutôt servir notre réputation. Après, si on zoome sur LinkedIn, qui est vraiment en fait ma spécialité, puis qui est le plus intéressant pour les gens qui nous écoutent, sur LinkedIn, il y a aussi une différence, c'est que contrairement aux autres réseaux sociaux, qui sont plus faits pour faire du B2C, donc comme parler au grand public, LinkedIn est fait pour faire plutôt du B2B, donc parler aux professionnels, donc de professionnel à professionnel. LinkedIn n'aime pas les pages entreprises. Donc si je communique avec ma page entreprise, je suis en train d'essayer de grappiller de la pub gratos. LinkedIn n'aime pas ça, donc mes communications vont être cachées. Donc elles ne vont pas forcément être montrées à tous mes followers, elles ne vont pas être montrées en dehors de mon réseau. À moins qu'on paye pour de la publicité, parce que LinkedIn a envie de faire en sorte qu'on paye pour cette publicité. Et la publicité sur LinkedIn est 3 à 4 fois plus chère que sur les autres réseaux sociaux. Si je communique maintenant en tant que personne, je suis en train de divertir les autres utilisateurs, je leur apporte de la valeur, donc ils passent plus de temps sur LinkedIn, donc LinkedIn a plus de temps et d'attention à vendre aux entreprises qui veulent faire de la pub, donc LinkedIn va m'encourager en montrant ma communication à plus de gens. Donc dans un cas, communication perso, je me fais soutenir par LinkedIn, dans l'autre cas, je me fais un peu détruire par LinkedIn, ce qui fait qu'en moyenne, on juge que, toute chose égale par ailleurs, à réseau égal, une communication personnelle aura 8 fois plus de succès sur LinkedIn qu'une communication d'entreprise. Puis la page entreprise, on n'en a qu'une. Des pages perso dans l'entreprise, si vous êtes 10 dans l'entreprise et que vous êtes 10 à communiquer, vous avez 10 canaux. Donc c'est ça qui devient assez intéressant. Okay, ouais, donc il y a vraiment un vrai avantage, on va dire, à faire en sorte que des gens de l'entreprise communiquent, on va dire, au nom de l'entreprise, ou en tout cas avec le petit tag de oui, travaille pour une entreprise, on va dire, par rapport à ses employés. Exactement. Après, il faut que ce soit win-win. Il faut que je m'y retrouve. Je ne suis pas un perroquet ou un homme sandwich de l'entreprise. Donc, ma communication personnelle m'appartient. Et puis, en fait, il faut qu'elle serve mes intérêts. Mais normalement, si ça sert mes intérêts, ça sert aussi les intérêts de mon employeur. Si mon employeur se porte bien, je me porte bien. Donc, si je suis heureux en poste. Et puis, justement, est-ce qu'il faut prendre la parole, justement, en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise sur LinkedIn, ou est-ce qu'il y a des cas où il ne faudrait pas trop en parler ou... Est-ce que tout le monde devrait le faire?
Pas forcément. Déjà, en Suisse, on a, je crois, c'est 11% des personnes qui communiquent sur LinkedIn. Donc, quand on se connecte, on a l'impression que tout le monde a son mot à dire, que tout le monde prend la parole, puis que c'est un petit peu à celui qui parlera le plus fort. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens sont pas actifs. Et puis, c'est OK. Je dirais vraiment, la base de la base, c'est quand même d'avoir un profil LinkedIn à jour, parce que c'est vraiment notre carte de visite digitale. Donc, vraiment, avoir un profil LinkedIn à jour et qui nous rende justice. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est devenu vraiment une absolue nécessité. Après, est-ce que tout le monde doit prendre la parole? Pas forcément. Si tu te sens pas à l'aise, si tu as l'impression de te travestir parce que c'est pas toi, ou si tu n'as rien à dire, mieux vaut se taire que de dire quelque chose d'inintéressant ou juste faire du bruit. Par contre, il y a beaucoup de gens, moi ce que je remarque au quotidien, c'est que beaucoup de gens ont des choses très intéressantes à dire et n'osent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils ont peur des réactions de leur réseau, etc. Donc je rencontre plus de gens, d'experts passionnés, intéressants, qui se taisent, mais pour des mauvaises raisons. Comment justement, généralement, c'est perçu par les entreprises justement d'avoir des employés qui prennent la parole sur LinkedIn? Alors, j'aimerais bien dire que toutes les entreprises sont fières de leurs collaborateurs qui prennent la parole. C'est pas encore toujours le cas. Donc nous, on a des entreprises, on travaille avec des entreprises de toute taille. Donc on travaille avec des entreprises très connues comme la Coop, Swisscom, donc vraiment des entreprises au niveau international, national, ou même avec des multinationales. Des toutes petites TPE de 10 personnes. On travaille avec du public, du privé, secteur primaire, non peut-être pas primaire, secondaire et tertiaire. Donc en fait, vraiment, on a toutes sortes de personnes qui, eux, voient un intérêt à ce que leurs collaborateurs communiquent. Donc la plupart des entreprises, je dirais modernes et semi-modernes, voient l'intérêt et du coup vont plutôt encourager leurs collaborateurs à prendre la parole. Mais j'encouragerais quand même aux personnes qui ont envie de se lancer à en parler avec leur employeur, juste histoire de faire en sorte que tout le monde soit bien aligné là autour. Puis aussi de savoir, en fait, pour éviter de se froisser, l'étiquette, c'est quand même toujours plus sympa d'avertir les gens. J'ai envie de parler de ce qu'on fait, de quoi est-ce que j'ai le droit, juste pour voir, est-ce que je vais pas parler d'un sujet qui est confidentiel, etc. C'est toujours better safe than sorry, c'est toujours plus facile d'en discuter en amont. Puis justement, quels sont les avantages peut-être que pour avoir un employé et une entreprise, avoir justement une communication réussie, on va dire, de ses employés? Pour l'entreprise, c'est assez facile. On va pas se mentir, il y a deux choses qui influent sur... l'entreprise appartient à ses actionnaires. Les actionnaires, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du bénéfice à la fin de l'année. Donc, les deux moyens de générer du bénéfice, c'est soit j'augmente mon produit, soit je diminue mes charges. Donc, en gros, ça veut dire comment est-ce que je vends plus ou comment est-ce que je suis plus efficace. Donc, pour les ventes, c'est facile. Si je communique sur LinkedIn et puis que je gagne la confiance de mon réseau, je me rapproche de mes clients actuels et je me fais connaître de clients potentiels. Ça paraît assez logique. Sur la partie plutôt coût, en fait, d'avoir une bonne marque employeur, donc d'être connu en tant qu'employeur, je vais rendre mes collaborateurs plus fiers de ce qu'ils font, donc ils seront plus efficaces, et ça a été prouvé. Le INPS, donc le bonheur des collaborateurs, a un impact positif sur le bénéfice. Et aussi, je vais attirer des talents, des personnes, des candidats quand je recrute, qui sont plus en adéquation avec mes valeurs. Je vais attirer les meilleurs aussi parce que je serai plus connu, je serai l'entreprise cool. Et du coup, je vais diminuer mes coûts de recrutement, je vais diminuer mon turnover, mes absences, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avantage pour l'entreprise. Et il est assez clair, on le mesure chez nos clients, ça marche très bien. L'avantage pour la personne, c'est plus compliqué parce qu'on pourrait dire, je me positionne bien pour trouver un nouveau job, mais il n'y a pas... Alors ça, c'est une certitude, mais il n'y a pas que ça. Je dirais, typiquement, si nous, on parle aujourd'hui, c'est parce que tu m'as vu dans une conférence. Si j'ai été invité dans cette conférence, c'est parce que j'avais pris la parole sur LinkedIn. Si j'ai pris la parole sur LinkedIn, c'était pour générer des ventes. Puis en fait, du coup, je développe ma propre marque et je vais développer mon propre leadership d'opinion. Je vais peut-être générer des opportunités de prendre la parole en public, des opportunités de siéger sur des conseils d'administration, des opportunités de créer des synergies avec d'autres clients, avec d'autres entreprises. On bosse avec le service de l'eau de la ville de Lausanne, typiquement, dans la construction. Ils ont des projets extrêmement innovants, mais c'était pas très connu. En parlant sur LinkedIn, ils se font repérer par des villes partout en Europe, Lyon, Paris, etc. Et tu as des mégapoles, des services de l'eau qui ont 10 fois plus de collaborateurs, qui viennent les chercher et qui viennent chercher leur expertise sur des projets où eux sont en retard. Donc on a vraiment en fait cette création de communauté et de valeur avec la communauté. Donc en gros, je vais avoir des projets beaucoup plus intéressants, je vais avoir de la reconnaissance pour ces projets, c'est extrêmement flatteur. Et puis comme on a des centres d'expertise, des pôles d'expertise hyper développés en Suisse, ce serait dommage de ne pas communiquer dessus.
Non, mais c'est clair, je pense que, enfin voilà, on est ici aussi grâce à ça aujourd'hui, donc c'est sûr que ça semble être la bonne piste, on va dire, pour développer son réseau en tout cas. Comment on peut organiser justement en entreprise sa communication? Et puis, est-ce qu'il y a des particularités justement qu'il faut mettre en place, on va dire, pour avoir une stratégie de communication dans son entreprise? Mhm. Alors, la stratégie, comme tu l'as dit, la chose à mettre en place, c'est une stratégie. Et ça, c'est. Alors là, je vais être un peu dur, mais beaucoup d'organisations qu'on rencontre, même. Non, ça, je vais pas le dire parce que ça serait méchant. Mais des fois, je suis étonné par le niveau ou l'absence de niveau en termes de stratégie, de communication au sein des organisations. Et une stratégie, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Déjà, si j'ai pas de stratégie, je pourrais faire un énorme succès de communication, mais je peux te donner maintenant des millions de vues, des millions de likes, etc. en Asie du Sud-Est, ça va te servir à rien du tout. C'est pas ça qui va t'aider à manger ou à payer tes salaires à la fin du mois. Donc en gros, la stratégie, c'est ce qui va faire la différence entre juste un buzz, un succès de communication et un vrai succès business. Et cette stratégie, c'est un grand terme. Je trouve que c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Une stratégie, c'est assez simple. C'est quels sont mes objectifs ? Est-ce que ça doit m'aider à recruter ? Est-ce que ça doit m'aider à diminuer mes coûts de recrutement ? Est-ce que ça doit m'aider à trouver des clients, des nouveaux clients, des clients existants, etc. Donc, c'est quoi mon objectif dans ma communication ? Pour atteindre cet objectif, qui doit savoir que j'existe ? Est-ce que je parle aux talents, les talents actuels, les talents futurs ? Est-ce que je parle aux clients ? Mes clients, c'est qui ? C'est tel type d'entreprise. Dans ces entreprises, qui c'est ? Qu'est-ce qui les intéresse, etc. Pour gagner la confiance de ces personnes, la troisième étape, c'est comment est-ce qu'ils doivent me percevoir ? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de moi ? Typiquement, sur LinkedIn, je pourrais parler de cuisine. Je suis passionné de cuisine, je cuisine super bien. Mais jamais tu me verras parler de cuisine parce que c'est pas intéressant. Mes clients, ils s'en fichent. Donc en gros, c'est quoi mon objectif ? Pour l'atteindre, qui doit savoir que j'existe ? Ces personnes, qu'est-ce qu'elles doivent penser de moi ? Et puis sur quoi, du coup, je suis légitime, je suis authentique et que ça me ressemble, je vais pas me travestir. En fait, dès que tu as ça, tu peux décider, de quoi je vais parler pour y arriver, qu'est-ce qui peut leur apporter de la valeur, qu'est-ce qui va les intéresser. Et t'as ta stratégie. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ouais, donc toujours partir de à quoi ça sert en fait ma communication, enfin qu'est-ce que je veux faire avec en fait. Exactement, la question du retour sur investissement. Et après aussi, ça va te donner tes indicateurs de performance, qu'est-ce que tu dois mesurer pour savoir si tu as bien investi ton argent ou pas. Enfin, ton argent ou ton temps, parce que c'est un investissement. Est-ce qu'une entreprise, elle peut promouvoir justement certains comportements ou un peu aider ses employés d'une façon ou d'une autre à bien communiquer sur les réseaux sociaux ? Oui, tu peux. C'est un peu. Il y a une dimension un peu touchy. Si tu interdis ou si tu forces, il y a 2-3 comportements que tu peux interdire. Typiquement, tu n'as pas le droit, mais ça c'est dans le code du travail, tu n'as pas le droit de divulguer des informations sensibles, confidentielles, tu n'as pas le droit de diffamer ton employeur. Il y a 2-3 règles, mais de base qui sont logiques. Mais du coup, je déconseillerais à toute entreprise, ou les départements typiquement compliance, ou des fois dans les RH, ils adorent mettre des règles, etc. Moi, j'irais plutôt sur sensibiliser et encourager les bons comportements plutôt que de punir les mauvais comportements. Par contre, souvent, les gens qui font des erreurs, c'est pas parce qu'ils essayent de faire faux, c'est juste parce qu'ils savent pas comment faire juste. Donc, effectivement, en tant qu'employeur, c'est pas forcément ta responsabilité, mais ça peut être ton job de leur dire, c'est à ça que ça ressemble un beau profil LinkedIn. Si vous voulez une belle photo de profil, vous pouvez passer vers vos collègues de la communication. On vous a créé une banque de photos de bannières parmi lesquelles vous pouvez choisir celle qui vous plaît. Faites attention à pas rentrer dans des politiques, dans des controverses sur LinkedIn, parce que c'est pas l'endroit. Tu peux pas leur interdire, mais typiquement tu vas leur dire, typiquement si vous voulez parler de vaccination ou du conflit israélo-palestinien, peut-être que parlez-en avec vos amis ou parlez-en peut-être sur Facebook, vous faites ce que vous voulez, mais bétonnez bien vos paramètres de confidentialité. Mais LinkedIn, vous risquez de perdre, de casser votre réputation. Donc là, tu fais de la sensibilisation, mais de nouveau, il faut faire attention. Leur LinkedIn, leurs réseaux sociaux leur appartiennent. Donc, tu peux que conseiller, tu peux pas forcer ou interdire. Ok, ouais, donc c'est vraiment les aider un petit peu à faire mieux s'ils sont d'accord d'écouter plutôt que de dire chez nous, la communication, par exemple, en tant que département communication, j'ai défini qu'il y aurait 50 mots à utiliser pour faire la promotion de nos nouveaux produits et puis je demande à mes 200 employés de faire le post le même jour à la même heure. Ouais. Enfin, voilà, c'est... Il y avait une assurance qui avait essayé de faire ça, je ne dirais pas le nom, mais ça a été une telle cata au niveau RH. Après 3 mois, ils sont revenus en arrière. Ils avaient mis dans leur contrat de travail, tous leurs conseillers clientèle étaient obligés chaque semaine de partager au moins un post de l'entreprise.
En fait, c'est absolument illégal. Ok, ouais. Donc, de nouveau, en fait, mais pour moi, c'est du bon sens. Tu peux pas forcer les gens à faire. Par contre, tu peux leur dire, nos efforts de communication font que la boîte se porte bien. Si vous avez envie de les soutenir, en fait, un like, un commentaire, un partage, ça va nous aider. Après, à votre bon cœur, monsieur, dame, ceux qui veulent le faire le font, ceux qui veulent pas le faire le font pas. Mais surtout pas forcer. Ouais, et puis comme tu disais, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise aussi avec le fait de s'afficher en public, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça peut avoir des effets vraiment néfastes, on va dire aussi, même au niveau de l'équipe d'entreprise, de contraindre les gens à faire ça, quoi. Ouais, mais même là, je donne des formations. Très souvent, il y a des gens, et puis c'est pas forcément une question de génération, c'est pas du tout une question d'âge, mais il y a des gens qui me disent ah non, mais moi LinkedIn, j'aime pas ça, les réseaux sociaux, j'aime pas ça. De base, moi, j'aime pas les réseaux sociaux. Je me suis mis sur LinkedIn à force que j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn à force que mes clients se foutaient de moi. Dans les débuts, parce que je jugeais pas être assez intéressant pour avoir quelque chose à dire. Alors depuis, en fait, j'ai gagné pas mal d'expérience, donc je peux communiquer sur des choses intéressantes. Donc là, en fait, le truc, c'est que des fois, il y a des gens qui vont te dire j'ai pas envie d'avoir de profil LinkedIn. En fait, si vraiment ils ont pas envie, tu peux leur dire c'est dommage parce que ça servirait à ta carrière, ta réputation, ton employabilité d'en avoir un, mais au final, là, ça leur appartient. Ouais, ça reste en fait un environnement privé, quoi. Ouais. 100%. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est une stratégie de contenu, puis son importance vis-à-vis des réseaux sociaux, peut-être? Alors, par stratégie, les contenus, en gros, c'est un mot fourre-tout, parce qu'on avait besoin d'un mot pour mettre, quand on crée des vidéos, quand on crée des images, quand on crée des visuels, des infographies, du texte, des articles, que sais-je, on a tout regroupé ça sous contenu. Donc en fait, un créateur de contenu, maintenant le mot influenceur a mauvaise presse, donc on va parler de créateur de contenu, mais en gros, c'est n'importe qui communique, peu importe la façon. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est du contenu. Donc une stratégie de contenu, c'est comment est-ce que je réfléchis mon contenu, donc ce que je vais créer, de façon à ce qu'il y ait un meilleur retour sur investissement. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que je réfléchis de nouveau, objectif, audience, etc. Et puis surtout, mon contenu, si j'ai envie d'avoir un bon effet de levier, il faut que je réfléchisse à un contenu qui puisse être, on appelle le evergreen content, c'est-à-dire que tu vas faire du recyclage. C'est que tu dis, ok, on fait un podcast par exemple. Ce podcast, on va pouvoir le couper, on le filme aussi, on a des caméras, on va pouvoir le couper en petits morceaux. Donc en gros, on va, une fois publié le podcast, on va après le couper en 12 vidéos. Les 12 vidéos, on va les ventiler sur Instagram. Le podcast, on va le mettre sur Spotify. On va demander à ChatGPT d'en faire la retranscription. La retranscription, on va en faire des posts LinkedIn. Et en fait, tu rentabilises un maximum ton investissement parce que du coup, en 1 heure de discussion, tu peux avoir 6 mois de contenu. Ok, ouais, donc c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce qui va apporter le plus, on va dire, de communication par rapport au format qu'on aimerait produire, tourner pour toucher nos clients, en fait. Exactement. Puis, qu'est-ce qui les intéresse, eux? Ouais. Typiquement, si tu fais du podcast, tu vas pas forcément toucher des gens qui ont peu de temps. Parce que le podcast, ça prend du temps. Mm-hmm. Donc, en fait, eux, si tu as envie d'avoir typiquement des CIO, etc., tu dis, OK, comment est-ce que je fais mon podcast? Je l'adapte en un format qui est hyper court et hyper facile à consommer. Et puis un podcast ou un article, tu auras plutôt les professionnels de ton industrie qui ont envie de faire de la formation continue, si on veut, qui ont envie de se mettre à jour. Et donc c'est comme ça que tu vas réfléchir ton contenu. De nouveau, comment est-ce que je peux apporter de la valeur à ces personnes? Comment est-ce que je peux devenir intéressant pour ces personnes? Souvent dans la communication, on est très égoïste. Puis tu dis, on doit promouvoir ce service, on va organiser cet événement, on sort une nouvelle offre, etc. Et tu réfléchis vraiment, moi, me, myself and I, tu réfléchis à tout ce que tu as envie de dire, mais tu ne te mets pas à la place de la personne que tu as en face de toi. Mais en fait, qu'est-ce qui l'intéresse? Ouais. C'est comme dans un date. Dans n'importe quel rendez-vous, si tu es en face d'une personne qui parle que d'elle, après 3 minutes, t'en as marre, t'as envie de décoller, quoi. Et puis, justement, au niveau de cette communication, on entend souvent, c'est assez courant d'entendre inbound marketing et outbound marketing. Toi, tu nous avais parlé de push-pull, on va dire, au niveau de la communication et justement du marketing. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Quelles sont ces deux tendances, un petit peu? Oui, c'est pas nouveau. Pour moi, après, je vais me faire taper dessus par les puristes, mais push-pull, c'est comme ça qu'on expliquait le marketing il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Maintenant, on appelle inbound, outbound. C'est les nouveaux termes à la mode.
Mais en gros, c'est la même chose. En gros, il y a deux façons de faire ton marketing. Si tu fais outbound, c'est en gros comment toi, tu vas chercher les gens. Et c'est ce qu'on appelait le push. Donc, en gros, comment est-ce que c'est si un commercial qui va prendre son téléphone, qui va faire du call, quand tu vas envoyer des mails, etc. Là, et puis aller vraiment chercher quelqu'un, un peu un chasser. Là, tu es plus dans des stratégies de outbound. Le inbound, c'est en fait finalement comment est-ce que tu donnes des petits morceaux de ton expertise gratuitement. Donc, comment est-ce que tu communiques? Est-ce que typiquement, là, je suis en train de partager des choses, je ne suis pas rémunéré pour le faire. Donc, ça, c'est du inbound. Et je suis présent au quotidien pour les gens, pour mon réseau, et je donne pour démontrer mon expertise, pour que le jour où ils ont un problème, ils ne tapent pas expert LinkedIn sur Google, mais ils disent « Ah tiens, Robin, c'est l'expert LinkedIn », donc ils prennent leur téléphone et ils m'appellent directement. Ouais, c'est comment tu donnes en fait envie aux gens de venir vers toi plutôt que toi, tu les chercher dans leur bureau, quoi, en fait. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait plutôt une des stratégies que l'autre? Est-ce que tu as des cas, peut-être d'applications que tu pourrais un peu nous présenter? Ouais. Je dirais c'est un peu un marteau et un tournevis, c'est deux outils différents. Les deux ont leurs avantages, leurs désavantages. Ça dépend de ce que tu as envie de construire. Le outbound, puis du coup d'aller chasser, d'aller prendre le téléphone, d'aller sur place, d'aller rencontrer, d'aller à des événements de réseautage pour rencontrer des gens, distribuer des cartes de visite, etc. Ça va te générer des résultats rapides. Par contre, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et là, tu fais du 1 à 1. Donc en gros, ça c'est bien si tu veux des résultats rapides, ou si tu as déjà communiqué, et puis tu as déjà en fait créé un peu ton cheptel, et puis tu as gagné leur confiance, etc. Ta communauté, elle est là, elle te fait confiance, et que tu as envie d'aller capitaliser dessus, puis d'aller en fait vraiment chercher un peu de façon un peu plus, pas agressive, mais un peu plus musclée, des mandats, etc. Ça, le outbound, ça va générer vraiment ces résultats très très concrets. Inbound, c'est le meilleur pour en fait vraiment générer une communauté, donc t'entourer de ces personnes, de générer un réseau et gagner sa confiance. Donc l'idéal, c'est d'utiliser les deux. C'est d'avoir une base de inbound où en fait tu vas attirer ces gens autour de toi et tu vas les garder actifs, garder la conversation avec eux, gagner leur confiance, construire ta crédibilité professionnelle, etc. Aussi les informer sur ce que tu fais, les aider au quotidien. Et après, en fait, de temps en temps, faire des actions, organiser un événement, typiquement un webinar destiné aux directeurs marketing pour leur parler de ça. Un événement, tu es dans le BIM, donc on va organiser la rencontre, la rencontre des nouvelles tendances du BIM. Et en fait, là, du coup, tu vas générer ces endroits où tu peux justement aller chercher de façon un peu plus musclée tes prospects si tu vends ou tes talents si tu recrutes, etc. Ouais, donc l'idée, c'est de voir un peu sur le long terme avec l'inbound. Si on voulait une communication, je ne sais pas si on peut dire parfaite, mais de faire de l'inbound régulièrement et puis finalement qu'il y ait des pics de temps en temps d'outbound pour déclencher, on va dire par rapport à nos objectifs, un retour à un moment défini, quoi. Exactement. Et puis justement, au niveau de la communication, si on parle de communication réussie, on voit sur les posts LinkedIn le nombre de vues, on voit le nombre de likes, de commentaires, etc. Est-ce que c'est ça réellement une communication réussie? Oui, c'est une excellente question. Moi, je dis souvent, à la fin du mois, les salaires de tes collègues, tu les payes pas avec des likes ou tous les jours, tu manges pas un bol de vues, quoi. Donc, c'est intangible, ça sert à rien. Après, ça a le côté très pratique. Et puis ça, c'est les KPI, donc les Key Performance Indicators, les indicateurs de performance que tu vas mettre. L'avantage de ces communications, de ceci, c'est que c'est très facile à mesurer. Nombre de vues. Nous, avec nos clients, on mesure 5 choses. Donc, on mesure le nombre de vues, qui va donner une notion de la visibilité. Combien de personnes j'ai touché ce mois-ci, le nombre d'interactions, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Donc, tu divises le nombre d'interactions par le nombre de vues, ça donne un ratio, un pourcentage. Et ce pourcentage, s'il est inférieur à 1%, ça veut dire que les gens, ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu, ta communication n'était pas assez qualitative. Si elle est supérieure à 1%, c'est qu'ils ont aimé. En gros, entre 1 et 1,5, c'est moyen. Entre 1,5 et 2, c'est bien. Et au-dessus de 2, c'est excellent. Et donc, en gros, vue, c'est quantité. Engagement, c'est qualité. Et moi, ce que je préfère après, c'est le nombre de visites sur le profil. Alors, le nombre de visites sur ton profil, c'est qui a été tellement intéressé qu'ils ont voulu en savoir plus sur toi. Donc, mais là, on est toujours dans des indicateurs qui sont purement marketing, purement communication.
Moi, ce que j'adore faire, mais ça nécessite d'avoir une entreprise déjà, je dirais, assez mature, c'est d'ajouter vraiment des indicateurs business dessus. Si tu veux recruter, c'est combien on a de candidats qui sont venus suite à notre publication LinkedIn. Si tu fais de la vente, tu peux utiliser des trackers dans tes mails. Combien de personnes se sont inscrites à l'événement suite à notre communication LinkedIn? Combien de personnes ont réellement signé parmi ces gens-là? Et ça, c'est ce que tous les CRM modernes, donc les outils de gestion de bases de données prospects clients modernes, ils t'aident à le faire et puis ils t'aident à mettre tout ça. Mais je dirais ça demande vraiment on est déjà dans une maturité marketing assez avancée, ou maturité RH, si tu le fais pour des raisons RH. Mais ça, c'est vraiment très cool. Après, tu peux mesurer combien de candidatures on a eu via LinkedIn, parmi ces candidats, et après dans les personnes qu'on voit en entretien, donc c'est-à-dire les candidatures les meilleures, combien sont venus ou d'où ils sont venus, etc. Et là, plus tu arrives dans cette granularité, plus tu as des indicateurs qui sont vraiment du retour sur investissement en monnaie sonnante et trébuchante. Typiquement dans ta vente, combien de chiffre d'affaires a généré notre communication LinkedIn? Mais ça demande déjà d'avoir mis en place pas mal d'indicateurs à pas mal d'endroits. Ouais, donc c'est déjà un niveau d'éveil ou de maturité, on va dire, sur la communication et le marketing qui est plus élevé que, on va dire, l'utilisateur privé qui ferait sa communication personnelle, quoi. Ouais. Si tu fais vraiment pour ta communication personnelle, vraiment, si tu as un seul indicateur à garder, c'est le nombre de visites sur ton profil. Okay. Pour moi, c'est vraiment le meilleur, la chose, parce que tu mesures un comportement, tu mesures pas un truc qui est sujet à l'algorithme, etc. Tu mesures un comportement et tu mesures vraiment qui a été tellement intéressé par ta com qu'ils ont voulu en savoir plus sur toi. Ok, ouais. Bon, comme ça, nos auditeurs sauront s'ils veulent mesurer ça à titre individuel, effectivement, c'est un bon moyen de voir s'ils sont dans la bonne direction ou pas, quoi. Mm-hmm. Quel est l'état actuel, justement, de LinkedIn en Suisse? Et puis, est-ce qu'il y a encore des opportunités pour des individus et des entreprises sur ce réseau, justement, de créer sa communication, puis de sortir peut-être du lot, parce que il semble y avoir beaucoup de monde qui parle, et puis des fois, on a l'impression qu'on est un peu noyé dans tout ce qui passe, quoi. Ouais. On est aujourd'hui à... si on reprend un peu l'historique, LinkedIn, ça a été créé en 2002, donc c'est le plus ancien réseau social, mais à l'époque, c'était juste un peu une base de données de CV. En 2016, ça a été racheté par Microsoft. Microsoft a investi massivement pour développer l'outil. Et on a vraiment, du coup, ils ont écrasé toute leur concurrence. Il y avait Viadeo en France, Xing en Allemagne, etc. Enfin, tout le monde a quasiment cessé d'exister. Et en Suisse, comme d'habitude, faut pas dire ça trop fort, mais en Suisse, on a 2-3 ans de retard sur le reste de l'Europe en termes de tendance, et l'Europe a 5 ans de retard sur l'Amérique du Nord. Donc, on n'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Par contre, on fait les choses bien. Enfin, c'est la méthode suisse. On va lentement, mais on fait juste. Mais je dirais en Suisse, on était avant Covid à 2,5 millions d'utilisateurs actifs, donc c'est-à-dire des gens qui se connectent au moins une fois par mois. Après le Covid, on est passé à 3,5. Donc en fait, il y a eu un énorme boom parce que comme tu ne pouvais plus réseauter, faire des ventes, etc., dans les événements, les gens le faisaient sur LinkedIn. Puis on a vu aussi plus 61% d'utilisation de l'outil, donc de connexion quotidienne. Donc vraiment, il y a eu un premier boom. Et là, on est passé, au début de l'année, on était à 4 millions, on a passé la barre des 4 millions d'utilisateurs. Donc maintenant, on peut affirmer que la plupart de la population active, donc les 2/3 de la population active à peu près, sont présents sur LinkedIn. Je dirais c'est principalement toutes les personnes en col blanc vont être sur LinkedIn. Les personnes en col bleu qui sont plutôt justement au domaine primaire ou qui sont sur les chantiers, etc. Personnel de soins, les gens qui sont vraiment de terrain. Là encore, on a pas mal de gens qui ne sont pas encore. Mais si tu veux faire du business, c'est une nécessité. Et puis, je dirais, être présent et avoir un beau profil, c'est devenu vraiment un impératif, selon moi. Communiquer, on est encore à... alors, le chiffre date un petit peu, mais c'était début de l'année passée. On était à 12% des utilisateurs qui communiquent sur LinkedIn. Donc en fait, on a encore beaucoup, beaucoup de place. Et ça dépend après des industries. Typiquement, si tu es dans la finance, dans les assurances, dans l'immobilier, le courtage en immobilier, on en voit beaucoup qui communiquent, etc. Si tu es dans des métiers plus terrain, d'ingénierie, là on travaille le service de l'eau de la ville de Lausanne dont je parlais tout à l'heure, personne ne parle de tuyaux. Donc là en fait il y a vraiment des choses où dans l'enseignement, très peu de gens parlent de
de pédagogie, dans les soins. Il y a des industries, des secteurs qui ne sont pas du tout représentés. Donc on a déjà la scène, enfin si on est dans un théâtre, l'auditoire s'est rempli en Suisse, mais pour l'instant il n'y a personne qui occupe la scène, ou très peu de gens qui occupent la scène. Donc il y a encore des opportunités. Ouais, ok. Bon, ben, c'est ce qu'il y a à faire. Ouais, mais de nouveau, si on le veut. Ouais, et il faut y avoir quelque chose d'intéressant à dire aussi. Exactement, ouais. Exactement. Toujours se mettre dans les pompes de son audience, tu auras beaucoup plus de succès. Ben justement, peut-être si on vient sur savoir si on a quelque chose à dire d'intéressant. Fin 2022, il y a eu un petit changement, on va dire, qui est apparu. C'est l'arrivée de ChatGPT, disons disponible pour tout le monde ou quasiment tout le monde. Ça a généré beaucoup de contenu sous forme de texte. Tu peux nous partager un peu ton expérience vis-à-vis des réseaux sociaux avec ce genre de technologie et puis quel impact ça a eu, on va dire, sur les posts, sur les articles, etc. Mm-hmm. Alors, pour l'instant, on a vu, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et puis plus on a des versions avancées qui arrivent, plus c'est difficile de discerner ce qui a été créé par l'intelligence artificielle versus pas. Pour l'instant, il y a encore une différence. Il y a un rapport qui est sorti en début d'année. Tous les trimestres, il y a des rapports qui sortent sur le fonctionnement de l'algorithme, qu'est-ce qui marche, quelles sont les tendances, etc. Ce qu'ils voyaient, c'était qu'à l'époque, en début d'année, il y avait encore une publication créée par l'intelligence artificielle. Performe 30% moins bien qu'une publication plus authentique rédigée à la main. Donc pour l'instant, il y a encore une différence. Chaque nouvelle version, ça va s'améliorer, la différence va être petit à petit gommée. La différence pour l'instant, c'est que souvent, l'intelligence artificielle fait quelque chose de trop parfait. Et en fait, ça gomme une partie de l'authenticité qu'il y a quand je communique de ma façon. Après, je pense, si on prend dans 5 ans, même pas là, mais même plus tôt, mais petit à petit, ça va se gommer. Nous, ce qu'on voit dans l'intelligence artificielle, vraiment le gros intérêt, c'est plus de t'aider à créer le premier jet. Donc, si tu n'as pas d'inspiration et que tu as envie d'être challengé par quelqu'un, si tu as envie de te faire challenger ton texte, si tu n'as pas d'idées, un peu le syndrome de la page blanche, et que tu vas avoir une liste d'idées de thématiques qui pourraient être intéressantes, etc. Donc, je vois plus l'intelligence artificielle pour l'instant comme un coach avec qui ou un mentor avec qui, sparring partner, avec qui tu t'échangerais des idées et puis tu te challenges mutuellement, que comme quelque chose en fait qui va faire le job à ta place. Ouais, donc c'est vraiment un peu voir ça pour t'aider à brainstormer, à dire j'ai telle et telle compétence ou telle et telle expertise, finalement qu'est-ce que je pourrais partager d'intéressant à mon réseau, et puis ça va t'aider un peu à t'orienter, quoi. Exactement. Et puis ou alors typiquement je prends ton exemple, je suis un expert dans le BIM, ChatGPT, dis-moi quelles sont les 10 tendances du BIM. Après toi tu les regardes et puis en fait il y en a peut-être que tu vas dire les tendances du BIM à prendre en compte pour 2025. Tu vas les regarder, puis peut-être qu'en fait, il y en a 3 où tu vas te dire, ouais, mais en fait, ça, c'est pas accessible en Suisse. Puis après, il y en a une qui va générer une idée. Tu vas pas la reprendre telle quelle, mais tu vas broder dessus, puis tu vas dire, ah tiens, ça, c'est un article ça s'est basé sur pas mal de recherches qui a été fait à l'étranger, mais en Suisse, ça s'adapte pas avec notre régulation. Donc moi, je peux mettre ma plus-value en adaptant ça avec la loi, la régulation suisse. Enfin, c'est ton expertise, je sais pas, mais puis du coup, je dirais cet échange un petit peu de dire, c'est comme Google. Aujourd'hui, on ne verra plus fonctionner sans Google. Dès que tu as une questions, tu la poses à Google. Mais tu n'éteins pas ton cerveau. Tu continues à avoir un esprit critique, tu continues à enrichir, etc. Après, moi, je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle non plus. Donc, je dirais ça, c'est actuellement l'utilisation. Où on sera dans 5 ans, faudrait demander à quelqu'un d'autre. C'est vrai que des fois, je vois, il y a des gens... j'ai vu un petit peu des posts qui avaient tendance à devenir de plus en plus longs. Je sais pas si c'est aussi une tendance que tu as vue, mais j'ai l'impression que les posts sont plus longs qu'à l'époque. Et puis d'un autre côté, les gens ont toujours que le même temps à disposition, on va dire, pour consulter du contenu. Puis maintenant, on voit qu'il y a des gens qui utilisent des agrégateurs de contenu avec justement, peut-être en face de nouveaux ChatGPT pour faire des synthèses de ce qui a été dit par d'autres. Donc, des fois, on a un peu l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue avec... des gens qui étendent leur texte d'un côté anormalement alors qu'on aurait pu peut-être être plus synthétique sur l'information, et puis de l'autre côté des gens qui veulent revenir à un format un petit peu plus facile d'accès ou plus rapidement lisible pour de nouveau récupérer cette valeur le plus rapidement possible. Et aussi, de nouveau, une bonne communication LinkedIn pour une personne ne sera pas la même chose que pour une autre.
De nouveau, tout dépend de ta stratégie. Si on écrit pour quelqu'un, nous, on écrit beaucoup, en une centaine de publications par semaine pour nos différents clients. Si on écrit pour quelqu'un dans la finance, tu vas pas utiliser d'emoji, tu vas pas faire de retour à la ligne toutes les phrases, enfin un paragraphe et une phrase, etc. Tu vas utiliser un tone of voice beaucoup plus factuel. Enfin, vraiment, le style va être complètement différent que si on écrit pour quelqu'un qui est un entrepreneur, qui est dans l'intelligence artificielle, le big data ou le marketing ou le luxe. Et donc, tu t'écris pas pour un CIO comme tu écris pour un expert. Et ça, en fait, toute cette dimension du tone of voice, je dis pas que ChatGPT n'est pas capable de le faire, mais ça demande de très bien connaître ses prompts, de très bien les faire, etc. Et très souvent, ce qu'on voit dans les gens qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est que leurs instructions sont pas très bonnes, ou pas aussi bonnes qu'elles pourraient l'être. Et du coup, le résultat, en fait, c'est pas adapté, ça leur ressemble pas, c'est pas le bon message pour leur audience. Et puis, en fait, ça tombe à côté de la plaque. Si tu le fais toi-même, normalement, en fait, ça te ressemble beaucoup plus. Donc de nouveau, ça peut être intéressant pour générer un premier jet, mais je conseille de le reprendre, etc., de bosser dessus. Ouais, pour rester sur, on va dire, des posts authentiques qui correspondent à la personne, quoi. Ouais, ça c'est ce que je dis toujours. Enfin, là, on a formé plus de 5500, je crois, ou 6000 personnes en Suisse romande depuis les débuts de Ricochet. Ce que je dis toujours, c'est si tu as l'impression de sortir de ta zone de confort, c'est normal, ça fait peur de s'exposer, de parler et tout. Si tu as l'impression de te travestir et de faire un truc qui n'est pas toi, c'est que tu vas dans la mauvaise direction. Et le risque, c'est que plus tu automatises, moins tu as de contrôle dessus. Donc, en fait, on peut automatiser, mais toujours, je dirais, en fait, automatiser en gardant, sans éteindre l'interrupteur de ton cerveau, à la fin, relire ton texte et te dire est-ce que ça me ressemble, est-ce que c'est intéressant, etc. Ok, du coup, on arrive déjà un petit peu au bout de la conversation, mais on a encore quelques questions ensemble. Si tu étais à notre place, est-ce qu'il y a une question que tu te poserais à laquelle on n'a pas pensé? J'ai déjà l'impression d'avoir parlé pendant des heures. C'est ce genre de monologue déjà. J'espère que j'ai pas fait saigner les oreilles de tous ceux qui nous écoutent. Mais non, je pense qu'on a déjà bien couvert le sujet. On a bien couvert le sujet, quoi. Ok. Et puis, est-ce que tu as des recommandations de chaînes YouTube, de livres, d'interventions, de podcasts, peu importe, tu aimerais que nos auditeurs découvrent, ou un sujet que tu aimerais bien qu'ils aillent découvrir? Alors, il y a deux livres que nous, on utilise beaucoup. On les fait lire à tous nos employés, toutes les personnes. Enfin, deux parmi... on aime beaucoup la formation et on fait des onboarding assez musclés. Mais deux livres qui, pour moi, en fait, sont vraiment importants sur LinkedIn. Il y en a un, c'est le Value Proposition Canva de Yves Pigneur et Alexandre Osterwalder. Donc à la base, c'est vraiment pour aider les entrepreneurs à structurer leur business et à créer des services, pas sur qu'est-ce que moi je sais faire, mais comment est-ce que je peux apporter de la valeur à mon client. Et en fait, ce Value Proposition Canva, il t'aide à te mettre à la place de ton client pour mieux le servir. Et je trouve que c'est important dans la communication de faire ça. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est vraiment génial, mais en fait qui devrait être lu par n'importe quel professionnel, parce que dans n'importe quel job, en fait, tu as toujours un client, que ce soit externe ou interne, etc. Et en fait, souvent, les gens oublient qu'ils travaillent pour cette personne. Donc ça, c'est hyper important dans une carrière à le lire, ce livre. Et le deuxième, c'est Find Your Why, ou Trouver son pourquoi en français, de Simon Sinek, qui justement aide à avoir une communication plus impactante, où tu pars du pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, comment est-ce que je le fais, et finalement quoi je fais. Mais, enfin bref, c'est tout un livre, difficile de résumer tout un livre en quelques phrases, mais ces deux livres-là aident vraiment, je trouve, à prendre un niveau de recul sur sa carrière, sa communication, etc. Puis en fait à naviguer sa vie professionnelle avec plus de conscience. Pour ceux qui voudraient voir la version, on va dire, simplifiée justement de la présentation de Simon Sinek, qui a sa conférence TED, où il parle justement de ce Golden Circle avec ces trois axes de communication, où là, c'est en quelques minutes, je crois que c'est une douzaine de minutes, c'est un peu expliqué rapidement, quoi. Tout à fait, et ça marche très bien. Et la TED, enfin sa conférence TED, elle est basée sur son premier livre, Start with Why, où il explique le concept, mais c'est plutôt pour des entreprises. Après, il a fait un second livre, Find Your Why, où il adapte le concept d'entreprise à des individus. Donc c'est plus une utilisation appliquée. Okay. Alors voilà, on mettra les liens, recommandations aussi dans la description du podcast. Et puis, dernière question, qu'est-ce qu'il faut pour une conversation constructive? S'intéresser à son interlocuteur. Je l'ai dit déjà, je vais pas me répéter, mais si je parle de quelque chose qui t'intéresse pas, tu vas pas m'écouter. Ouais.
Merci beaucoup d'être venu me rencontrer ici à Lausanne, dans le locaux d'M. Berger. Et puis, on mettra tes informations de contact dans aussi la description du podcast. Donc, si des gens veulent te contacter, ils pourront le faire. Super. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Parfait. Une première fois pour moi. Donc, j'espère que les gens qui nous écoutent aussi ont eu du plaisir. Bon, je pense que ce sera un sujet qui changera un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, mais je suis sûr que ça intéressera pas mal de monde. Super. Parfait. Merci, bonne journée. Toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Robin von Kennel de Ricochet Communication. Un grand merci à lui pour cette conversation plus que constructive. Dans notre ère numérique, où l'information circule à la vitesse de la fibre optique, il est essentiel pour toute organisation d'avoir une stratégie de communication cohérente et efficace. Une telle stratégie profite autant de l'employeur qu'à l'employé, car une communication bien pensée renforce les deux parties. Nous avons également vu qu'il est crucial d'avoir un minimum un début de stratégie de communication. Cela permet de faire une différence entre un simple buzz, un succès médiatique, et un véritable succès commercial. Nous espérons que vous avez apprécié ce nouveau format. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager et à commenter cet épisode dans vos réseaux. Sur ce, à bientôt.